Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est un peu particulière car il s'agit aujourd'hui d'une interview avec Geoffrey Brochet, qui est spécialiste de la préparation mentale. Donc Geoffrey a été policier et formateur auprès des forces de l'ordre dans la préparation mentale. Donc vous connaissez les forces de l'ordre, il y a des sections spéciales, genre RAID, GIGN, BRI, etc. Donc Geoffrey était préparateur mental et formateur. Donc aujourd'hui il a quitté la police pour créer son école en préparation mentale. Donc je vous laisserai le lien en description pour consulter son site. Alors il faut savoir que Geoffrey, évidemment dans son école de coaching, accompagne des coachs qui veulent se spécialiser dans la préparation mentale, mais aussi des enseignants. Et oui, donc il reçoit pas mal d'enseignants, d'autant plus que sa femme était également, qui travaille avec lui, était également enseignante. Voilà, donc dans cette interview, nous allons découvrir comment aider un élève ou un enfant, parce que comme vous le savez, il est relativement difficile, voire même impossible, d'aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Pourtant, un enfant, à un certain moment, a besoin d'être aidé. Donc il y a, certaines choses à savoir et à connaître pour éviter de tomber dans une sorte de triangle de Karpman. Triangle de Karpman, j'avais fait une vidéo spéciale là-dessus, donc je vous incite à la consulter. Et puis nous aborderons aussi le sujet de la concentration. Donc Geoffrey va nous expliquer comment amener un élève à se concentrer. Vous savez qu'en classe, lorsqu'on reste des heures assis, c'est pas évident pour un élève de se concentrer. Et enfin, nous aborderons aussi la gestion du stress. C'est un thème très important. Les élèves, ils sont confrontés à des situations stressantes, comme par exemple un contrôle continu ou un examen, comme le bac. Où là, évidemment, si l'élève est stressé, il est amené à être complètement paralysé et à avoir le syndrome de la feuille blanche. Voilà, donc nous apprendrons tous ces sujets, et pas que d'ailleurs. Et comme vous le voyez, c'est une interview qui est centrée sur du concret, assez riche d'ailleurs. Voilà, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir le contenu de cette interview. Allez, c'est parti. Salut Geoffrey. Pour résumer, c'est que tu es le fondateur de la méthode puissance mentale, c'est ça? Et donc tu étais ancien formateur à la police et alors tu étais formateur ou préparateur mental? Oui, c'est ça. Donc, bonjour Jean-François, merci pour ton invitation. Moi j'étais formateur en préparation mentale dans la police nationale. Donc, D'accord. j'étais à la fois, je formais des gens à justement utiliser des techniques de préparation mentale, mais j'étais aussi formateur dans d'autres spécialités. J'étais formateur en maniement des armes, en technique d'intervention, en secourisme. Enfin, j'avais différentes spécialités au sein de la police française. Ouais. D'accord. Et donc en fait donc dans ces formations-là, le niveau mental intervient. C'est un facteur assez important. Bah oui, oui, oui. C'est-à-dire que en fait, tu sais, quand un policier intervient, il a à la fois le côté technique, vraiment la technicité, comment on fait pour interpeller quelqu'un. Il y a le côté juridique aussi, qu'est-ce qui autorise la personne à interpeller à un moment donné ou pas. Et puis après, il y a le côté aussi mental. Donc dans le côté mental, il y a tout le côté stress, gestion des émotions, gestion du focus, euh, vraiment la capacité à prendre une décision sous pression. Donc toutes ces habiletés mentales, en fait, la confiance en soi aussi, enfin il y en a énormément, toutes ces habiletés mentales sont très importantes pour que justement le policier, lui, il apprenne à les gérer correctement pour être au mieux de lui-même au moment de l'intervention. Parce que c'est souvent des interventions qui demandent une grande capacité d'analyse. Et quand on est fatigué, quand on est parfois aussi filmé, quand il y a des enjeux, tout ça, ça demande vraiment une présence d'esprit. Oui, Qui... tout en sachant que dans la police, il n'y a pas seulement les policiers qu'on voit en voiture, mais il y a le RAID, la BRI, c'est ça, la brigade rapide d'intervention. Donc il y a toutes des brigades spéciales qui sont dans des interventions assez costauds en fait, qu'on ne voit pas forcément. Tu as aussi comment ça s'appelle, la brigade des stupes aussi, où c'est Oui, oui, aussi. oui, donc en fait tu as vraiment la police, on va dire, la police généraliste qui sont là pour
répondre aux infractions du quotidien, pour aider aussi les personnes dans leur quotidien. Puis après, il y a les services un peu spécialisés. Donc effectivement, tu as certaines brigades comme les stupéfiants, les brigades criminelles, les brigades de recherche et d'intervention, le RAID, etc. Et toutes ces brigades spécialisées, là, ont des spécificités. Et c'est vrai que moi, j'ai été amené à travailler avec eux, notamment dans le domaine, quand j'étais formateur. Donc, c'était vraiment très intéressant d'ailleurs. D'accord. Et donc là aussi, j'ai vu, tu es spécialiste de l'hypnose, parce que je t'ai vu hypnotiser assez facilement des gens. Donc, Oui. tu es aussi formateur en hypnose aussi? Oui, c'est ça. Donc, moi, je pratique l'hypnose depuis maintenant de nombreuses années. Et puis, donc, au sein de l'Académie de puissance mentale, on propose aussi des formations en hypnose qui, pour le moment, sont réservées aux personnes qui sont coachs au sein de l'Académie. D'ailleurs, c'est une idée de justement développer un peu plus cette partie-là. Mhm. Alors, je ne faisais pas d'hypnose au sein de la police, hein, mais c'était vraiment en à côté. Moi, je m'étais formé, quand j'étais policier, enfin, formateur dans la police, j'avais aussi mon association d'hypnose. Et puis après, avec l'académie, vraiment, on a développé aussi cette partie-là. Ouais. D'accord. Alors justement, tu dis parce que tu as un podcast qui est très intéressant. Mm. Et justement, il y a donc pour notre public, qui est plutôt un public d'enseignants, de formateurs, de coachs, voire même de parents. Donc, tu indiques, et à raison d'ailleurs, que on ne peut pas aider les autres si ils ne veulent pas. Mm. Donc, ce qui me paraît logique, de toute façon. Mais qu'en est-il d'un enfant? Un Mm. enfant, ok. Quand tu veux aider un enfant, d'autant plus si tu es papa, toi-même, me semble-t-il Mm. que tu es papa, Absolument. comment on fait quand il veut pas, mais on veut l'aider quand même? Mm. Parce que là, Ouais, ouais. c'est un petit peu différent. C'est une excellente question, François et Jean-François. Et c'est vrai que quand on est adulte, c'est un des principes de base dans la communication, puis aussi dans le coaching, dans l'accompagnement. On ne peut pas, la règle numéro un, c'est on ne peut pas aider quelqu'un qui ne le souhaite pas. Et on ne peut pas demander à quelqu'un de changer sa vie s'il ne souhaite pas la changer ou la transformer. Et effectivement, quid de nos enfants, quid d'un enfant pour un enseignant, comment on fait? Donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir l'adhésion de l'enfant. Donc, ce qui va être intéressant, et aujourd'hui, on s'en rend compte, hein, et d'ailleurs, moi, le monde de l'enseignement, c'est vraiment un monde qui me fascine. Pour rien te cacher, pendant près de 17 ans, ma compagne Betty, hein, avec qui je suis maintenant depuis plus de 20 ans, elle a été professeure des écoles et elle a quitté l'éducation nationale depuis maintenant un an pour justement monter aussi son entreprise de coaching. En fait, ce qui est important à comprendre, c'est que chaque enfant est vraiment à sa capacité, comment dire, sa propre personnalité. Mhm. Certains enfants vont être plus à même de comprendre un certain type d'enseignement et un autre type d'enseignement ne marchera pas pour un autre enfant. Donc là, ce qui va être fondamental, c'est de savoir à quel type d'enfant on a affaire. Il y a certains pour qui, c'est ça, normalement dans l'éducation nationale, on le sait, mais il y en a qui sont plus visuels, d'autres qui vont être auditifs, d'autres qui vont être kinesthésiques. Et c'est vrai que les méthodes un petit peu à l'ancienne, où justement on dit aux enfants, reste assis, bouge pas, écoute pendant des heures, pour certains, eh bien c'est pour eux, c'est contre nature. Alors c'est vrai que quand on est enseignant, on se dit oui, mais ça a toujours fonctionné comme ça. Sauf que eh bien, les enfants d'aujourd'hui ne sont pas forcément les mêmes enfants qu'il y a des années en arrière. Donc, ce qui va être intéressant et important, ça va être de vraiment capter l'adhésion. Là, en coaching, on appelle ça la synchronisation. Donc, l'idée, ça va être de vraiment être synchronisé avec l'enfant pour que justement, ils se disent, mais tiens, l'adulte là, il parle le même langage que moi, il comprend mon mode de fonctionnement, il comprend mon monde. Et donc, OK, je suis d'accord pour qu'il fasse partie de mon évolution et de mon changement. Et c'est pour ça que très souvent, ça, on le sait pourtant quand on est adulte, mais on a tendance à l'oublier. Mais les meilleurs souvenirs de profs avec lesquels on a eu, ou même les instits, c'est les instits qui pas forcément avaient la meilleure des matières, mais en tout cas qui avaient la meilleure pédagogie, avec qui le feeling passait le mieux. D'accord. Mhm. On est tous même des fois à se rappeler, tiens, c'est vrai qu'on avait un prof de maths, un prof de physique ou un prof de musique ou même une matière qui, comme ça, de prime abord, n'était pas forcément la plus sexy, on va dire. Sauf que il y avait ce prof, il avait ce truc, ce prof ou cette prof avait ce truc justement pour faire passer les choses. Et ce truc pour faire passer les choses, c'est qu'il comprend l'élève qui est en face de lui. Et ça, cette compréhension, nous, au sein de l'académie, quand on forme des coachs en préparation mentale, il y a pas mal d'enseignants aussi qui viennent nous voir, mais c'est justement
comprendre le mode de fonctionnement de l'humain, que ce soit un enfant ou un adulte qu'on a en face de soi, c'est fondamental. Et quand on comprend, quand on a nos radars qui sont ouverts, j'ai envie de dire, eh bien là, la personne en face le sait et il y a cette synchronisation qui est beaucoup plus naturelle et qui va être adaptée à la communication. D'accord. Donc, mais ce que tu parles de synchronisation, alors, tu peux nous en dire un peu plus? Parce que cette synchronisation, Bah, en fait, la synchronisation, tu sais, c'est l'humain fonctionne depuis que l'homme est l'homme, j'ai envie de dire, par des ressentis. En fait, ce qui est important, c'est quand l'humain, lui, pour que la communication soit fluide, il est important qu'il se sente en sécurité. Et ça, pour qu'il se sente en sécurité, il va détecter chez l'autre si oui ou non il peut se sentir en sécurité. Donc là, d'accord. quand je parle de synchronisation, c'est-à-dire il va voir si la personne a le même langage, si la personne se comporte d'une façon qui est sécure pour lui, si la personne oui, a un ensemble, on va dire, de communication qui lui permet à l'enfant donc d'être en sécurité. Si de façon consciente et surtout inconsciente, pour lui, les voyants sont ouverts, dans ce cas-là, la communication va se passer correctement. Donc, on va dire qu'il y a une synchronisation. Et on D'accord. le sent, enfin, c'est un petit peu, tu sais, je peux donner cette image un peu décalée, mais c'est comme si tu avais, je sais pas moi, quelqu'un qui arrive en jogging avec la casquette en arrière dans un dîner dans un dîner euh, très chouette d'un quartier très chic parisien et puis il arrive il dit ouais alors comment on mange ici là il y aura une désynchronisation parce que justement les gens disent oh, il serait bloqué tu vois ils diraient c'est qui celui-là pourquoi il est là alors qu'en fait les mêmes personnes s'ils étaient habillés de la même manière dans un milieu équivalent qui parlent le même langage pourrait peut-être être sur la même longueur d'onde. Tu vois, donc c'est cette synchronisation-là, c'est un petit peu, donc elle est fondamentale, c'est fondamental de la connaître, de la comprendre et surtout quand on veut aider un enfant, pour en tout cas avoir son adhésion, eh bien qu'elle se mette en place. Et encore une fois, c'est quelque chose de très inconscient, mais quand on en a conscience, c'est beaucoup plus facile de l'installer. Donc, ça veut dire, par exemple, dans une salle de classe, pour un enseignant ou un formateur, hein, à qui plus est, ce qui est important, c'est vraiment pour rentrer dans cette synchronicité, on va dire, il faut qu'il soit, alors, qu'il adopte pas forcément les mêmes tenues vestimentaires que les élèves, mais au moins qu'ils soient dans le même, enfin, qu'ils comprennent le monde à eux. Ça, à peu près. Oui, mais c'est fondamental. Tu vois, comme je disais, moi j'ai deux enfants. Hein. J'ai mon petit dernier à 11 ans et mon grand à 14 ans. Euh, il a par exemple une professeure euh, qui, euh, qui a je vais dire cette rigueur, mais au-delà de devenir rigoureuse, elle en devient limite psychorigide. Et mon Mm. fils dit, mais elle se croit au XVIIe siècle, en fait. Tu Mm. vois, alors que cette rigueur-là, et même le fait d'enseigner des choses sur des sujets qui peuvent parfois, comme la philosophie des fois, ou même la littérature ou autre, si on l'apporte d'une façon qui est adaptée aux enfants qui nous écoutent, dans ce cas-là, il y a vraiment le courant va passer. Je donne un autre exemple vis-à-vis de mon fils. Il me dit, tiens, prof d'histoire géo, mais j'adore l'histoire géo. Je dis, mais qu'est-ce qui fait justement? Quelle est la différence? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Quelle est la différence que tu fais avec ton prof d'histoire géo? Il me dit, mais papa, la dernière fois, il me dit, ça va Lucas, il me met la main sur l'épaule. Mhm. Tu vois, c'est rien en fait. Mhm. C'est rien, mais il a senti qu'il y avait cette énergie de confiance entre lui et le prof. Il l'a pas pris de haut, il l'a pris pour une personne justement sans non plus être en sachant et l'élève qui doit être soumis. Tu vois, c'est vraiment ce principe de position haute et position basse comme on a dans l'accompagnement. Ce qui est important, c'est qui est cette position d'égal à égal, même si évidemment il y a une hiérarchie qui est de fait présente quand un professeur est là, il y a des règles qui sont là, mais les règles n'empêchent absolument pas d'avoir quelque chose de très cool aussi entre l'élève et puis le professeur. Et tu sais, très souvent, un enfant, qui soit à l'école ou qui soit à la maison, il a besoin que de deux choses pour que tout se passe bien. Et c'est là justement qu'il va être intéressant de travailler sur ça, c'est de règles et d'amour. Quand il y a trop de règles, ça va l'enfermer.
Quand il n'y a Mhm. pas assez de règles, il va justement en chercher et c'est là il va dériver. Donc ça va être aussi, et je ne dis pas que c'est simple, parce que moi aussi j'ai été formateur pendant des années dans les institutions et quand on a des personnes qui viennent en formation, c'est jamais évident et tout ça, mais c'est important qu'il y ait un cadre qui soit présent et c'est à nous aussi parfois de le resserrer quand c'est nécessaire, parfois justement de laisser un peu de lest quand on en a besoin. Et quand je dis d'amour, c'est aussi de la considération, c'est de l'empathie, c'est toutes ces dimensions derrière le mot qu'on pourrait dire amour. Et quand un enfant, justement, n'a pas d'amour de la part d'un prof, il le sent et il va essayer d'en rechercher, parfois d'une façon maladroite. Et quand il a trop d'amour, donc quand il est un petit peu trop couvé, pour lui, il va être en excès. Donc, ce qui est important, c'est de vraiment mesurer ces deux paramètres-là. Ouais, donc en fait, c'est vraiment chercher comment dirais-je, les règles essentielles à faire respecter et qu'elles soient congruentes, c'est-à-dire que voilà, les règles, enfin, il n'y a pas beaucoup de règles, il y en a peut-être trois ou quatre dans la classe, mais elles sont immuables. Et peut-être l'erreur que font certains enseignants, c'est de mettre des règles, il y en a peut-être un peu trop, et comme il y en a un peu trop, bah, à un moment, l'enseignant étant un être humain, à un moment, il est fatigué, il dit, oh, bon, ok, pour aujourd'hui, ça va, quoi. Ok, il a un froid à les règles, mais c'est pas bien grave, et puis il y en a tellement. Et en fait, ensuite, l'élève, ben, il sait plus où mettre les pieds, vu que il y a des règles, mais elles sont respectées, mais des fois non. Et donc, est-ce qu'il vaudrait pas mieux, finalement, mettre peu de règles, mais essentielles, mais ne pas y déroger à la règle, justement? Alors, pour moi, oui, déjà, le nombre de règles va être importante, de savoir si on n'en a pas trop et si justement elles sont surtout adaptées. Mais au-delà de ça, c'est aussi d'avoir l'adhésion par rapport à ces règles de la part des enfants. Et parfois, l'enfant a l'impression qu'on lui impose la règle. Et justement, ce qui peut être intéressant, c'est de se poser la question, comment je peux faire pour que cette règle-là, elle soit aussi co-créée avec l'enfant? Parce que, faut pas croire, mais l'enfant est loin d'être bête et il comprend bien qu'il faut des règles, surtout quand on est en société, en communauté. Et puis, dans tous les cas, quand il va grandir et quand il sera adulte, il aura aussi des règles à respecter. Mais plus il aura l'adhésion de ces règles, plus il va trouver du sens à cette règle et plus il va avoir de facilité à la respecter. Et donc, c'est pour ça que plutôt que d'imposer les règles, peut-être soit de co-créer, si l'enseignant ou en tout cas le professeur n'a pas le temps de co-créer, en tout cas de faire comprendre et d'expliquer en tout cas la règle pour que l'enfant comprenne le sens derrière cette obligation. Et est-ce que ça serait une bonne idée de justement d'expliquer les règles, enfin mises par l'enseignant, et de demander aux élèves s'ils sont d'accord ou pas? Bon, ça peut être à double tranchant, bien entendu. Bah, c'est au-delà de demander si l'élève est d'accord ou non, moi je pense qu'il serait peut-être intéressant aussi de dire, tiens, par rapport à cette règle-là, comment on pourrait l'appliquer dans notre classe tout au long de l'année? Tu vois, Mhm. ça évite la question à soit dire oui ou non, c'est comment. Donc on va déjà câbler leur cerveau sur trouver une solution pour appliquer cette règle. Mhm. Tu D'accord. vois. Et c'est complètement différent et ça demande encore euh, et enfin, d'ailleurs, quelque chose qui est fondamental aussi, quand on est prof, quand on est en relation avec en tout cas des élèves ou des enfants ou parfois même des adolescents, peu importe, ce qui est important, c'est de faire attention à la façon dont on s'exprime, mais pas la forme, mais le fond. Et il y a une différence entre dire est-ce que vous préférez, enfin, comment dire, si on propose une phrase où la seule issue c'est oui ou non, c'est très fermé. Mhm. Il n'y a pas beaucoup de choix. Alors que si on les oriente sur une question où justement il y a la possibilité de co-créer avec eux, là l'enfant il va devenir acteur de sa scolarité et il va y trouver du sens. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup plus qu'avant, parce que moi mes parents, moi je suis né dans les années 4, j'ai 42 ans, mes parents on leur imposait une règle, c'est comme ça, point barre. Ma génération, c'était bon, mais la génération aujourd'hui, ils ont besoin de comprendre, ils ont besoin de trouver aussi du sens. Ils sont beaucoup en quête de sens par rapport aux règles qu'on peut leur proposer. Alors, sans non plus en discuter pendant des heures, Ouais. mais ce qui va être intéressant, c'est de trouver un terrain d'entente pour que justement, et c'est ta question initiale, hein, c'est comment faire pour aider un enfant qui, est-ce qu'il le veut ou pas au départ, mais en tout cas,
qu'il y ait Ouais. ce courant qui passe bien entre les deux et plus il aura le sentiment de se sentir libre dans le sens où libre d'adhérer ou non à la règle et plus il sera en mesure d'apprendre des choses D'accord. correctement. Ouais, d'accord, ouais. Et on change de sujet Ouais. sur la concentration, parce que ça aussi, c'est un sujet important pour les élèves et les enfants. Comment, selon toi, quels sont on va dire, les principes premiers pour amener, tant soit peu, un enfant ou des enfants, hein, si on est dans une classe, à mieux se concentrer? Hmm. Alors, c'est vraiment une question centrale. Dans le domaine de la préparation mentale, il y a vraiment ce côté où, parce que comme tu dois t'en douter, la préparation mentale, c'est issu du sport de haut niveau. Donc, un athlète de haut niveau a besoin de trouver de la concentration lorsqu'il est soit sur un entraînement, soit lorsqu'il est sur une compétition. Et justement, euh, aujourd'hui, ce domaine de la préparation mentale est vraiment très recherché dans l'éducation, tout simplement parce que on arrive à avoir des générations qui sont de plus en plus distraits. Donc, la capacité d'attention et de concentration, enfin, déjà, la capacité est de plus en plus difficile à obtenir. Et en plus, ils ont tendance à zapper très rapidement. Mhm. Donc là, déjà prendre en considération une chose, il y a aussi la concentration qui est aussi liée beaucoup à la physiologie. C'est-à-dire qu'au-delà de 20 minutes, ça va être compliqué de maintenir l'attention. Donc là, ce qui est important de se poser comme question pour qu'il y ait une concentration, c'est de quelle façon l'élève peut être acteur du cours qu'on lui délivre. Si on fait juste un monologue, là, le temps d'attention et de concentration va être vraiment réduit. Par contre, si on le rend acteur, si on lui pose des questions, si on les met en sous-groupe, si on les fait revenir ensuite sur qu'est-ce qui ressort de ce sous-groupe, on les fait, on les fait encore une fois interagir, là, le niveau de concentration et d'attention va être plus important. Mais pour avoir aussi une concentration, une attention qui sont importantes, ce qui va être essentiel, c'est que l'élève trouve du sens dans ce qu'il apprend. Mhm. Ouais. Tu vois, tout comme on parlait du sens dans les règles, là, c'est du sens dans ce qu'il apprend. Et c'est pour ça, et malheureusement, alors, on va rester positif. Heureusement, certains, même de plus en plus d'enseignants le font, c'est que l'élève comprenne en quoi il va pouvoir utiliser une matière, enfin, cette matière-là, dans son quotidien, voire même dans son futur. Mhm. Tu Mhm. vois, parce que là, il va trouver du sens. Ouais. Donc, Mhm. peut-être les faire interagir sur tiens, comment le théorème de Pythagore, tu vas pouvoir l'utiliser dans ton quotidien, en quoi c'est utile, quand tu vas être plus grand, peut-être pour bricoler, pour autre chose, bref. Et là, ça va être important. Et maintenant, c'est un vrai, quand je dis que c'est un vrai sujet aussi, la concentration, c'est que la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend aussi à être de plus en plus focus et attentif. Donc là, il y a des techniques de méditation. Donc, ne serait-ce que de porter son attention sur un point et dès qu'on sent son esprit aller ailleurs, revenir ici et maintenant. Donc ça, la méditation aide beaucoup dans ce sens-là. Et effectivement, il y a des façons aussi d'apprendre les Ouais. enfants à méditer ou autre. Parce qu'en fait, la méditation, alors en tout cas aux États-Unis, devient, alors je ne dirais pas généralisé, mais devient maintenant assez quelque chose de commun, voire même de entre guillemets, sans enlever le côté, enfin, en enlevant le côté péjoratif, banalisé. En France, c'est un petit peu plus compliqué parce que dernièrement, je crois que le ministre y avait mis un veto, je crois, malgré le soutien de nombreux universitaires. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de la méditation à l'école? Je sais pas si tu connais. Bah, la méditation, en fait, pour moi, ça devrait être un art de vivre. Pour les gens qui ne connaissent pas, mais la méditation, ça n'a rien du tout de religieux. C'est juste une capacité d'attention, une capacité de concentration. Mm. Et ça peut être fait très simplement. C'est vous allez prendre une tasse et concentrez-vous juste sur vos doigts autour de la tasse. Tu vois, on peut le faire Mhm. sous forme de jeu. On n'est pas obligé d'être assis en lotus avec de l'encens qui brûle et puis une musique tibétaine. On n'est pas là-dedans, hein. C'est Mhm. vraiment comment on fait. Tiens, le fait de porter son attention sur notre bras, porter notre attention sur ce que l'on ressent au niveau de notre dos, prendre quelque chose de chaud dans la main et de ressentir. Tout ça, ça permet au cerveau de porter son focus quelque part. Et justement, plus on va éduquer les enfants dans ce sens-là, et plus ça va faire des adultes qui vont être justement capables de se concentrer, capables d'être ici et maintenant lorsqu'ils vont être en échange ou même dans leur vie, et pas être distraits
déjà d'une, et surtout à vivre soit dans le futur anticipé, voire d'être sans cesse dans le passé en se disant c'était mieux avant. Ah oui, donc en fait, le travail d'un enseignant, alors si évidemment il n'y a pas la pratique méditative, mais c'est pour en revenir pour développer l'attention, finalement son effort doit être porté sur comment donner du sens à sa matière. Alors, des fois c'est pas facile, hein, Ouais. comme le français ou les mathématiques. Ok, Pythagore, vous pouvez le bricoler. Oui, bon, je bricole pas, tu vois, c'est un peu compliqué. Mais il y a ça, et deux, en fait, faire interagir les enfants. Donc plutôt que de faire un monologue toute la journée, plutôt de justement d'essayer de les faire travailler en groupe, notamment d'où le succès justement des jeux pour apprendre, parce qu'en fait le cerveau adore le plaisir et adore apprendre par le jeu. Mais le problème, enfin, on sort toujours sur le domaine de la faisabilité en classe, malheureusement, ouais. Même s'il y a des applications. Alors, la première chose, c'est quand on parlait de sens par rapport au travail, oui, Pythagore, le bricolage, effectivement, mais c'est aussi la façon dont on amène son Oui, bien cours. sûr. Si Oui, on bien a, sûr. Bonjour, donc aujourd'hui nous allons parler de Napoléon. Par contre, si on commence à vivre, on raconte une histoire comme si on racontait un film, on donne une interaction. Alors je sais qu'il y a certains professeurs pour qui ça sera peut-être pas facile, mais après peut-être montrer une partie de film, rendre interactif. On amène un chapeau, on montre et on dit alors ça vous inspire quoi? Enfin, et rendre justement se demander comment on peut attirer l'attention, on peut capter l'attention de ses élèves. Et après, oui. La, on peut aussi les faire travailler en groupe et tout ça, mais c'est aussi de se demander comment on peut rendre acteur l'élève pour que justement il se sente investi dans son enseignement, dans son éducation, plutôt que d'être là en train d'ouvrir la bouche et qu'on lui ingurgite des enseignements sans trop savoir pourquoi. Oui, donc en fait, la pièce centrale, c'est qu'il faut être, enfin, l'enseignant doit être créatif pour pouvoir justement trouver des idées et être. Voilà un exemple que j'ai eu, parce que j'interviens dans des établissements. Dans un établissement dans lequel j'étais intervenu, j'avais un enseignant en histoire géo pour susciter l'attention de ses élèves. Il venait en costume d'époque. Mais c'est génial. Donc, donc c'était Louis XIV. Il était venu en Louis XIV. Alors, sa femme était costumière. Et Mhm. donc, il prenait les costumes et il venait en Louis XIV et il faisait la leçon en Louis XIV. Mhm. Alors, c'est sûr que pour venir au collège, c'était l'attraction généralisée. Mhm. Et donc, il disait que ça fonctionnait super, quoi. Même les enfants, comment dirais-je, qui étaient un peu difficiles, qui avaient des difficultés à adhérer. En tout cas, il y avait une vraie concentration, comme tu le dis, une vraie attention, une focus sur ce qu'il arrivait à dire, parce qu'en fait, il était en décalage. Donc, il arrivait en décalage et d'autant plus aussi, il suscitait aussi comment dirais-je, tu en as parlé tout à l'heure, une forme de synchronicité, parce qu'en Mais bien fait, ils sûr. venaient, c'était en décalé, ils se mettaient à leur niveau et ils faisaient, voilà, je suis le roi soleil, voilà quoi, d'accord. Et puis, même derrière ça, imagine à quel point les enfants vont se souvenir de ce monsieur, Hmm, même quand ils seront grands-pères, quoi, tu vois. c'est ça. Pendant des années, ils vont rester. En fait, parfois, l'enseignant ou le prof ne se rend peut-être pas compte à quel point il a un impact dans la vie de chaque élève. Même Hmm. si l'élève parfois fait comme s'il était détaché, en réalité, chaque enseignant, et ça c'est important de le souligner, un impact très important dans la vie de chaque élève. Et tu vois, tu me parlais de ce monsieur-là. Même au-delà de son enseignement, il prouve aussi que peu importe le regard des autres, il fait Hmm. ce qu'il a envie de faire. Ah oui, Tu vois, ouais, ouais, il ouais. démontre aussi, il y a des valeurs derrière qui montrent qu'ils ne sont pas forcément nommées, mais en tout cas, c'est la preuve qu'il incarne aussi ce qu'il propose. Et c'est un bel exemple pour les élèves, parce que les élèves, à un moment donné, s'il y en a un, il va peut-être avoir peur de faire quelque chose, peur du regard des autres. Il y en a peut-être un qui veut dire, oh mais regarde, comme notre prof d'histoire, lui, il ose au moins. Et Oui, ça c'est ouvre vrai. la porte à oser, à l'audace, à Exactement. s'autoriser, à être imparfait. Et c'est un champ ouvert aux enseignements. Mais c'est vrai que quand tu as un prof qui est passionné, c'est beaucoup plus facile d'être créatif, de créer l'adhésion que quelqu'un qui ferait ça juste Ouais, parce que c'est son job, quoi. c'est ça, parce qu'on, comme on dit, enfin, moi j'ai toujours entendu dire, hein, vu que j'étais enseignant, l'enseignement est une vocation, c'est pas un métier. Voilà. C'est, si t'es passionné, même dans tes mauvais jours, et Dieu sait, j'en avais, mais les élèves le sentaient. Et Ah bah oui. donc, voilà, ils savaient que j'étais passionné par.
pas forcément de ma matière, mais ils savaient que j'étais passionné par l'éducation et la pédagogie, par le fait qu'ils aient aussi qu'ils puissent aussi s'élever en termes de notes, en termes de niveau intellectuel. Et ça passait très bien. Je veux dire, ils me pardonnaient quasiment tout, quoi. Voilà. Hmm. Même quand j'étais en retard, des fois, je me suis dit, c'est pas grave. Bah, c'est ça. Voilà, j'étais en retard alors que je mettais un point d'honneur à arriver à l'heure à tout le monde. Et quand il m'est arrivé, ça m'est arrivé une fois. Bon, après il y a des bouchons, donc j'ai téléphoné au lycée pour dire bon voilà, je suis désolé, je suis en retard. Et quand tu mets un point d'honneur à arriver à l'heure et tu fous dehors tes élèves parce qu'ils arrivent en retard, tu dis aïe 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 que tu es rentré dans la classe, t'es mal à l'aise. Et très bizarrement, ils m'ont dit non mais c'est pas grave. Alors justement, tu vois, Jean-François, je pense que c'est important aussi, s'il y a des enseignants qui vont nous écouter et nous regarder, mais rien que ça fait partie aussi de l'enseignement. Ça montre aussi à l'élève, de dire, vous voyez, pour moi, être à l'heure, c'est très important. Parfois, on ne l'est pas, mais pour des raisons qui sont extérieures et c'est indépendant de notre volonté. Mais par contre, qu'est-ce que je fais quand j'arrive en retard? Le minimum, c'est que je m'excuse. Le Hmm. minimum, c'est que je préviens à l'avance. Vous, plus tard, quand vous aurez un emploi, peut-être si vous êtes chef d'entreprise, et que vous êtes en retard, vous penserez aussi à anticiper les choses. Donc, c'est pas grave, mais il y a tout un contexte autour de ça. Et ce qui permet de finalement faire de cet instant-là un enseignement. Ouais, Et c'est ça. ça les aide à grandir, ça les aide à comprendre, ça les aide aussi à être tolérants et ça les aide aussi à devenir Ouais, des adultes en réalité. ouais, tout à fait. Ouais. Et puis, un autre sujet que je voudrais aborder avec toi, qui est ta grande spécialité, c'est la gestion du stress. Ouais, Alors, gestion du stress qui est important pour les élèves, cette fois-ci, parce que ben, tu as souvent des élèves qui savent tout, puis le jour où ils sont à l'examen ou même devant un contrôle écrit, ben, le stress arrive, le cerveau limbique prend le relais, hein, comme on dit, c'est ça. et là, blackout total. Et donc, quels sont tes conseils justement pour alors, tant soit peu, hein, c'est pas forcément facile pour un enseignant, on est dans la classe, pour justement réduire le stress des élèves. En fait, ce qui est important à comprendre dans le stress, il y a des théories sur le stress, on pourra en parler pendant des heures, mais ce qu'il faut comprendre juste quand une situation est stressante, c'est qu'il y a un déséquilibre entre l'élève comme il se voit et comme il voit la situation. Donc, quand je dis il y a un déséquilibre, c'est que peut-être qu'il se sent pas à la hauteur et qu'il met un gros enjeu sur la situation. Mhm. Donc là, lui, l'enseignant, il aura tout intérêt justement à rééquilibrer cette situation, déjà en valorisant l'élève, en disant, tu sais, tout ce qu'on va voir aujourd'hui, tout ce sur quoi tu vas être voilà, interrogé aujourd'hui, on l'a vu en classe. Il n'y aura pas de surprise. Sois rassuré par rapport à ça. D'accord? Donc, tu as révisé, tu vas donner le meilleur de toi-même et après, le résultat, peu importe. Donc, vraiment que l'élève aussi se donne les moyens, non pas pour un résultat, mais enfin plutôt qu'il se détache du résultat et qu'il soit en mesure de donner le meilleur de lui-même. Et c'est pour ça que l'enseignant, il va avoir son rôle pour donner justement de l'importance à l'élève en le valorisant, en lui montrant qu'il est au point, qu'il a révisé, et aussi peut-être non pas en minimisant l'importance de l'évaluation, mais en la remettant à sa juste valeur, en disant, tu sais, l'évaluation là, peut-être qu'elle est importante, mais elle fait partie d'un tout, c'est sur une année, et cette année-là, elle est dans un cursus scolaire, donc ça permet de prendre de la hauteur par rapport à ça, et justement, tout à l'heure, on parlait de focus et de concentration, Ouais. ça permet de défocaliser son attention juste sur l'évaluation en disant si je réussis, égal je suis bon, et si je rate, égal je suis nul. Et se dire Ouais. au contraire, de prendre du recul et de se dire tiens, cette évaluation-là, même si elle est notée, c'est un entraînement à ce que je m'améliore. Mhm. Ça, Oui, c'est d'accord. fondamental. C'est plus les élèves auront cette compréhension que chaque évaluation est vue comme un entraînement plutôt comme quelque chose qui sanctionne, plus ils auront envie d'y aller. Parce que pour eux, ça va être une occasion à grandir et pas une occasion pour se faire évaluer, valider, bon ou mauvais. D'accord? Donc, Ouais, donc en fait, c'est vraiment de leur donner cet état d'esprit, ou en tout cas cet angle de vue, que un contrôle n'est que un moyen de s'étalonner. En fait, on en revient au problème des notes. Tu sais, c'est un grand débat dans l'éducation. Faut-il noter, pas noter? Mais vous avez vu les Finlandais ou les Suédois, ils notent pas, bien que les Suédois y reviennent. Enfin, tous ceux qui ont abandonné les notes, les pays qui ont abandonné les notes, ils reviennent quand même parce que tu es obligé d'avoir un standard. Je veux dire, tu peux pas dire quel niveau, ben j'en sais rien, je suis pas noté. Donc, tu es obligé, mais
peut-être que le plus important, c'est la perception de la note et non pas voilà, c'est ça, c'est qu'une note, c'est ben voilà où tu en es. C'est Oui, oui, c'est ça. Et justement, parce qu'on s'est rendu compte dans l'éducation que euh, attribuer de l'importance à la note, ça pouvait parfois décourager l'élève. Quand on enlève les notes, certains élèves ont besoin de repères, donc il n'y a pas non plus de système idéal. Mais maintenant, ce qu'il faut comprendre aussi par rapport au stress pendant les examens, l'idée, c'est ne pas du tout, c'est de ne pas avoir de stress. Parce que ouais. le stress, c'est la vie, le stress, c'est important. Le stress, aujourd'hui, il est vu comme quelque chose de négatif. Alors qu'en réalité, le stress, c'est cette adrénaline qui va permettre justement d'augmenter sa capacité de concentration. Mais par exemple, un élève lui dire, OK, tiens, aujourd'hui, de 0 à 10, à combien tu te sens stressé? Mm. Et même s'entraîner à le faire avant même l'examen. Mais s'il nous dit 9, là, dans ce cas-là, c'est peut-être problématique. Dire, OK, est-ce que c'est bon pour toi d'être stressé à 9? Non. À combien tu aimerais être stressé pour justement ressentir ce stress-là, pour que tu sois à la fois attentif, concentré, vigilant, mais que tu ne sois pas non plus coupé de ton savoir et de tes capacités. Et Mm. là, il va dire peut-être, 6, 7, OK. Et qu'est-ce que tu pourrais faire par rapport à ça? Alors, Mm. il va peut-être dire mieux me préparer, peut-être, bref, trouver des choses. Maintenant, nous, c'est vrai qu'en préparation mentale, on apprend des techniques de respiration qui Mm. permettent justement de diminuer son stress, des techniques de relaxation aussi. On apprend aussi à l'élève à se préparer mentalement à la situation. Alors, c'est cette fameuse visualisation, mais attention, pas la faire n'importe comment. On se visualise lors de son examen en étant au meilleur de soi-même. Et si parfois il y a une question qu'on ne voit, on n'a pas comme ça de prime abord la réponse, juste fermer les yeux, prendre une bonne inspiration, expirer et aller chercher dans ses connaissances, tu vois, pour vraiment être ici et maintenant, encore une fois, et pas. Parce que quand tout à l'heure, tu me disais d'être. Les enfants avec le stress peuvent être complètement déconnectés et peuvent Mm. avoir ce syndrome de j'ai tout oublié, C'est c'est ça. parce que justement, ils ont plus accès à leur mémoire. Donc là, ils sont un peu en panique. Donc l'idée, ça va être de ramener une paix intérieure, de ramener un calme. Et donc là, les techniques de respiration, elles sont très simples, elles sont facilement utilisables. D'accord. Ah oui, donc simplement des techniques de respiration peuvent diminuer de façon sensible le stress. Ah ben c'est physiologique de toute façon. D'accord. C'est-à-dire que plus l'élève va l'utiliser, et plus en situation normale, on va dire, plus en situation dite d'urgence, si par exemple il y a une crise d'angoisse pendant un examen, eh bien là, il sera encore plus facile pour lui de l'utiliser. Mais une technique de respiration, pour les gens qui nous écoutent, il y en a des centaines, hein, mais juste rien que d'inspirer pendant 3 secondes et d'expirer pendant 7 secondes, d'accord? On inspire pendant 3 secondes, donc on fait ça 3, 4 fois, on reprend une respiration normale, on peut Mhm. recommencer un cycle en faisant 3 secondes et 7 secondes. Rien que ça active le système qu'on appelle parasympathique. Donc Mhm. ça active les systèmes du système nerveux central et du coup, ça amène du calme et de la sérénité à l'intérieur de soi. D'accord. D'accord? Donc ça, c'est physiologique. Il n'y a pas à y croire ou pas y croire, c'est Oui, oui, bien physiologique. sûr. Oui, bien Et sûr. ça diminue les battements cardiaques, ça diminue la pression artérielle, etc. Donc en fait, les enseignants pourraient même, je veux dire, en bonus de leur cours, apprendre aux enfants deux, trois techniques de respiration. Oui, bien sûr. Bah, c'est pour ça que nous, on a des personnes on a eu pas mal de profs et d'instituteurs qui sont venus enfin, quand je dis instituteurs, c'est des profs des écoles et des profs dans les classes supérieures sont venus se former chez nous parce que justement, alors certaines pour des reconversions, Mhm. mais aussi ils utilisent des techniques-là. Alors déjà pour elles, parce qu'on sait ô combien le métier de prof est aussi stressant et pas simple, hein, parce que tout ça, là, depuis le début, on dit ce qu'il faut faire et tout, mais attention, hein, c'est la théorie. On sait très bien que sur le terrain, on s'adapte et on fait comme on peut, hein. C'est important aussi de le rappeler. Et donc, utilise des techniques pour elles, techniques de respiration, techniques de relaxation, techniques d'imagerie mentale. Et évidemment, elles peuvent l'apprendre très simplement aux enfants qu'elles côtoient. D'accord. Parce que tu vois, tu as énormément d'enseignants qui sont complètement démunis, quoi. Donc, Ah ouais. ils vont chercher. Alors, en fait, c'est vrai que ils vont chercher dans les neurosciences, ils vont chercher dans les trucs, mais quid de l'application concrète, tu Bah, c'est vois. ça, mais c'est ça, mais c'est ça. Et Parce que c'est bien de savoir d'avoir 40 bouquins sur la gestion du stress, mais comment tu fais concrètement pour la gérer, quoi. c'est ça. Et très souvent, ils sont des puits de science, mais ils s'interrogent pas sur les choses très simples qu'ils peuvent mettre en place.
et que l'important, c'est de mettre en place. Donc, tu peux avoir un master 2 en neurosciences, mais si tu changes pas tes pratiques à l'école, enfin, en tout Ah cas, oui, devant tes élèves, c'est comme si tu c'est n'avais ça, rien fait, quoi. Et donc, exactement. et très souvent, le travers, c'est qu'on se sent, tu vois, on dit, ah ouais, ok, j'ai un master en neurosciences, donc c'est respect pour ceux qui ont un master en neurosciences, mais simplement, après, la question, c'est comment je l'applique en classe. Autrement, eh bien, on se rassure, ah voilà, j'ai un master en neurosciences, d'accord, mais si je ne change pas les pratiques, très souvent, le travers qu'on peut avoir, bon, c'est humain aussi, hein, c'est de dire, non, alors, les élèves, ils vont pas du tout, là. C'est ça. Tu vois, donc Ah, c'est intéressant d'avoir, c'est un petit peu comme un mécanicien, si il avait le diagnostic en disant, tiens, la voiture, elle va pas bien, il a les meilleurs outils du monde, mais il sait pas les mettre en application, quoi. c'est Donc, ça, à un moment donné, c'est important aussi c'est ça. d'activer les clés et puis de le faire simplement et puis s'autoriser aussi à être imparfait et puis aller C'est de l'avant, quoi. ça, c'est exactement. C'est-à-dire que l'enseignant est un humain, par définition imparfait, et Hum, donc ben voilà, il y a des jours sans, il y a des jours avec, il y a des jours et comme on en revient à ce qu'on disait, quand l'élève sent que tu es passionné, quand il y a une synchronicité, tu es synchrone avec les élèves, ouais, c'est ça. quelque part on va dire tes écarts, en tout cas tes downs, on va Ah oui. dire sont voilà ça passe très bien et même c'est même rassurant parce que au moins il est humain. Tu sais, on a toujours je sais pas si tu as vécu ça, tu as des profs qu'on admire et puis on fait des activités extérieures un peu privées, tu vois. Moi quand j'étais à Oui, la oui, fac oui. à Paris, on avait un prof, c'était un crack et on le voyait dans la vraie vie, tu vois. Ouais, Hum, on a fait une partie de foot ensemble, quoi, tu vois. Et on le voit différemment. Enfin, ah, c'est un humain, complètement. quoi. Tu vois. Bah, c'est ça. C'est ça. Et en revenant en classe, quand on revenait dans notre dans salle de classe, on le voyait complètement différemment. Tu vois. Et Hum. donc c'est ça, quoi. Ça participe à ça. Bon, Bah, en tout cas, c'est ouais, comme quand vas-y. les gens font des team building avec leur patron ou dans les entreprises, hein, ça montre justement le lien qu'ils peuvent avoir et ça, on évite des situations comme ça et on revient sur des situations comme C'est ça. ça. Et c'est vachement important. Alors après, il y a toujours aussi le problème d'autorité. Hein, parce qu'en fait, le prof veut toujours aussi garder son autorité. Donc, par peur de perdre son autorité, il devient un petit peu un robot qui est arrogant. Mais justement, c'est parce que il n'a pas d'autorité qu'il devient autoritaire quelque part. C'est ça, exactement. C'est C'est ça. ça. Alors que s'il arrive à avoir cette synchronicité et qu'à un moment il y a une règle Hum. qui n'est pas respectée, il peut la faire respecter en toute tranquillité Ah ouais, ouais, sans ouais. avoir besoin d'élever la loi parce que élever la voix quelque part c'est un sentiment d'impuissance et les élèves le ressentent très très bien. Hein. Ah bah clairement. Voilà. Bah écoute, c'est super, merci, c'est vraiment très très enrichissant là ce que tu nous dis. Eh bien je te dis à très bientôt. Voilà. Merci. Merci Voilà. beaucoup, Jean-François. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, eh bien, mettez un pouce, abonnez-vous à la chaîne. Il n'y a pas de source aujourd'hui dans cette vidéo, vu qu'il s'agit d'une interview, mais vous pouvez consulter eh bien, le très beau site de Geoffrey, hein, dont je vous mettrai le lien en description. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt. Ciao!